Bienvenue au 7e épisode du Popcorn de l'infini. Vous retrouvez encore votre tandem composé de moi-même et de David Mercier. Comment ça va, David? Ça va super bien aujourd'hui. Comment ça va, toi? Ben, ça va super bien aussi. Je suis très excité de parler de ce film-là qui, je l'ai mentionné dans le premier épisode, en fait, sur X-Men. Là, aujourd'hui, on parle de X2, X-Men United. On sait pas trop comment l'appeler. Là. X-Men 2 aussi, ouais, c'est ça. Il y a un petit peu trop de noms. Moi, c'est ça. J'ai grandi avec la franchise X-Men. Puis là, j'apprends à les revisiter un petit peu avec mon regard un peu plus cinéphile. Spoiler alert, j'ai moins aimé ça que la première fois, mais j'ai quand même bien aimé. Mais c'est ça, on s'intéresse à X2 parce qu'il est canon. Encore une fois, à cause de Wolverine et c'est ça, Deadpool et Wolverine qui a rendu l'univers X-Men produit par Fox canon. Ouais. Mais moi, je les aime, les X-Men. Il n'y a pas un film, tu sais, même Wolverine Origins ou peu importe, je trouve quand même un certain plaisir dedans. T'as pas eu un navet? En fait, le seul que j'ai pas vu, c'est Dark Phoenix, là, le plus récent qui a cancel pas mal la série. Là. Ouais. C'est le seul que j'ai pas vu, mais même Apocalypse, que les reviews étaient pas super bons, j'ai bien aimé. Puis même le X-Men 3 qui va suivre X-Men 2. Moi, je l'aime quand même, mais c'est ça, c'est dur un peu de me détacher de ce regard-là que j'avais quand j'étais petit, puis que c'était la seule offre de super-héros qui existait avec Spider-Man. Là. Fait que c'est sûr que ça laisse sa marque. Moi, je me rappelle de X-Men 2, mais je ne l'ai pas vu au cinéma. Là. J'étais très jeune à cette époque-là, mais je me rappelle, ma mère, elle avait le DVD, là, puis je l'avais écouté 2-3 fois. Puis je m'en suis rappelé en écoutant le film. Je suis comme, je le connais, ce film-là. Ouais. Je l'ai juste jamais écouté à un âge où est-ce que puis souvent, c'était écouté... c'était pas écouté sur le grand écran, c'était écouté dans l'auto, dans un trajet, avec un petit lecteur DVD portable. Mais j'étais comme, je reconnais ce film-là. Puis, tu sais, la série X-Men, je les ai pas écoutés en ordre non plus. Fait que, vraiment, n'ayant pas écouté le premier, je comprenais pas, mais il y avait des super-héros à télé. Fait que j'avais pas nécessairement l'âge de comprendre tout ce qui se passait, mais c'était cool. Puis il s'en passe plus cette affaire parce que, tu sais, là, on est vraiment dans... c'est le deuxième volet, évidemment. Donc là, l'univers prend un peu d'expansion, plutôt d'ambition, parce qu'en termes d'expansion, il n'y a pas vraiment beaucoup d'ajouts, on va dire, par rapport au premier. Évidemment, là, il y a le personnage, le vilain, Stryker. On peut pas s'en passer. On reviendra sur le synopsis. Mais il y a Nightcrawler, sinon, qui est ce petit bonhomme bleu allemand qui se téléporte. Mais à part ça, il n'y en a pas d'autres vraiment. Mais je pense que la grande addition, c'était Nightcrawler, puis ils ont beaucoup misé parce que c'est un personnage qui est quand même iconique dans les comics là, que j'ai lu, puis il pouvait pas nécessairement faire, selon moi, l'histoire qui a été dans le film, il n'aurait pas pu la faire sans son personnage. Fait que c'était important qu'il l'ajoute, mais non, on a le retour de tous les X-Men. De tout le monde, c'est ça. De tout le cast original qui n'ont pas toute la même importance par rapport au premier. Là, je dirais qu'il y a peut-être Rogue qui était assez importante dans le premier, là, et on dirait qu'elle est là parce qu'elle a été présentée et qu'elle fait partie de l'histoire, mais moi, j'ai pas eu l'impression qu'elle a fait grand-chose dans ce film-là. Là. À la limite, c'est ça, elle est comme l'histoire C, un petit peu, entre elle et Iceman, qui est rendu son chum, puis Pyro, qui va... c'est comme l'histoire, on dirait qu'ils ont inclus ils ont séparé les enfants des adultes. Puis, c'est ça. Mais à l'inverse aussi, il y a Storm, Halle Berry, qui prend plus de place. Dans le premier, elle était à peu près inexistante, sauf pour sa catchphrase un peu cheesy à la fin. Mais c'est probablement à cause du fait qu'elle a gagné un Oscar l'année d'avant. Ah, OK. Bon, Halle Berry, donc peut-être que là, on surfait un peu sur la popularité, ce qui fait que, par exemple, Cyclops est moins présent dans ce récit-là. Même Jean, d'une certaine façon, est pas si présente que ça. Mais Jean, j'ai l'impression que c'est excusez du mot anglais, mais un slow burner. On dirait que comme tranquillement, son personnage se développe, mais on nous donne des miettes, là, carrément. C'est dans le 3 que là, ça va littéralement c'est ça. Mais souvent, comme c'est facile de passer par-dessus quand on l'écoute juste comme ça, parce que c'est pas un personnage super important, mais elle va save the day, entre guillemets, plusieurs fois, mais c'est toujours comme, selon moi, l'emphase n'est pas mise dessus, mais elle va l'être
plus tard. Ouais, parce que c'est un personnage qui est super intéressant, mais justement, vers la fin du film, on le voit un peu mieux. Là. Mais c'est ça. Au niveau des anciens personnages qui sont revenus, tu sais, il y a des personnages qui n'ont pas perdu de l'importance, ils en ont même pris, mais en premier plan, il y a toujours Wolverine qui est un personnage comme vraiment mis de l'avant dans les films de Fox, surtout. Ben, surtout dans celui-là aussi, parce qu'on retrace un peu ses origines. Ben, ce serait peut-être temps de parler un peu de c'est quoi ce film-là, justement, le résumé du film. C'est essentiellement... on reprend pas mal à la fin du premier. Là, à la fin du premier, Wolverine partait dans une quête identitaire pour justement retracer tout ça. Là. Xavier lui dit, va à... Je me souviens plus comment il s'appelle, le barrage ou le lac, là. Mais va-t'en à tel endroit, puis tu vas retrouver des éléments. Fait qu'il s'en va là, il découvre un immense barrage, mais sans plus. Mais il va retourner un peu plus tard. Donc, essentiellement, on suit, si on se concentre un peu sur le vilain, on suit le récit de William Stryker, qui est essentiellement... qui veut détruire, tuer les mutants. C'est pas une grosse surprise. C'est pas mal la tendance de tous les vilains d'X-Men. Sa motivation, c'est clairement qu'il pense que les mutants sont dangereux. Là, même son fils est mutant. Ouais, c'est ça. Il veut l'utiliser, son fils, en fait, pour créer un deuxième Cérébro qui permettrait de, justement, retracer tous les mutants et de les tuer instantanément avec l'aide, entre guillemets, ou le brainwash de professeur Xavier. Puis ça m'a vraiment surpris qu'il utilise son fils dans le film, parce que justement, quand je lisais le comic, je vais en reparler plus tard, mais son fils n'est pas présent. La simple raison, c'est que oui, il y a un fils qui est mutant dans le film, mais il l'a tué. Dans le film, quand je l'ai vu apparaître, j'ai fait comme ok, c'est pas pareil. Mais c'est ça. C'est vraiment. Puis cette partie-là montrait vraiment qu'il était un peu sans cœur. Mais il est quand même très sans cœur dans le film. Là, faut se l'avouer. Là. C'est pas un personnage qui est aimable. Puis il va aller même jusqu'à la raison pourquoi il va avoir le feu vert pour faire ses crimes de guerre. C'est que il va pouvoir contrôler les mutants avec, je sais pas qu'est-ce qu'il utilise, un genre d'enzyme, là. Je sais pas. C'est ça, quelque chose que tu mets dans le cou, là. C'est ça, il met dans le derrière de leur cou. Bref, il a contrôlé Nightcrawler pour aller attaquer le président, je me trompe pas. Puis ça a fait en sorte que le président... Contrôle Magneto pour avoir des informations sur où se trouve l'école de Xavier. Alors que son fils, apparemment, est déjà allé. il a peut-être oublié c'était où. Mais, en tout cas. C'est bizarre. Cette partie-là était bizarre. Là. J'ai vraiment vu... Puis à travers tout ça, on apprend aussi que Stryker est pas mal à l'origine de la version, on va dire, 2.0 de Wolverine. On connaît pas encore nécessairement toute son origine. On va l'apprendre dans X-Men Origins. Mais essentiellement... c'est lui qui est responsable d'avoir mis l'adamantium, le squelette de métal à Wolverine, alors que dans les comics et dans X-Men Origins, c'est ça, c'est plus des os, ou en tout cas, c'est comme... C'est pas trop clair c'est quoi, mais c'est plus humain, mettons. On dirait que dans ce film-là, ils ont voulu comme montrer qu'ils mettaient de l'adamantium liquide qui avait comme injecté ou je sais pas trop, puis là, Wolverine, ça va régénérer. En fait, justement, dans les comics, Stryker n'a rien à voir avec ça. c'est pas du tout le même personnage, mais je pense qu'ils ont quand même bien fait de comme mixer les personnages, parce que dans les films, tu peux pas avoir autant de personnages que dans les comics, parce que ça se passe sur des décennies, les comics. Là. C'est pas le même type de médium, donc le fait que Stryker l'ait fait, ça me change pas, ça me chamaille pas, c'est un peu le même type de personnage haïssable. Donc, c'est ça, l'histoire essentiellement, ça va être Stryker qui capture Professeur Xavier, et puis les X-Men, une partie des X-Men qui essaie d'aller le sauver, parce qu'il y a eu l'autre partie des X-Men est aussi tenue prisonnière à cause d'un raid qu'ils font à l'école justement de Xavier. Donc, ils se sont vraiment attaqués fort. Là. Ils ont kidnappé Charles Xavier, ils ont kidnappé des mutants. Des enfants. Des enfants, parce qu'on comprend que Stryker, c'est ça, soit il veut les tuer ou soit il veut les modifier
puis faire des tests sur les mutants et tout. Là. C'est ça, il voit pas comme ses égaux. Là. Non, c'est ça. Puis celui qui le joue, c'est Brian Cox, qu'on connaît peut-être plus récemment, même s'il avait une grosse carrière au moment du film. On connaît plus récemment pour avoir joué le père des Roy, je crois, dans la série Succession, là, qui jouait justement un vilain. Je pense qu'il y a le casting d'un vilain aussi. Là, oui. Grogne. Je l'imagine pas content, ce monsieur-là. Non. Fait que c'est bien casté. Puis l'autre addition, c'est ça, tu mentionnais Nightcrawler, c'est Alan Cummings, l'acteur britannique qui, à peu près à la même époque aussi, jouait dans Spy Kids, qui jouait... je l'avais pas reconnu. Non, il est en bleu. On s'entend. Ouais, c'est ça, il avec était des cicatrices puis tout. Très bleu. Mais c'est un acteur que j'aime quand même bien, mais c'est ça, c'est pas mal les additions, si on veut, de personnages et de casting, parce que sinon, le réalisateur reste le même, les writers restent essentiellement les mêmes, puis c'est ça. Donc, ça en fait un film un peu plus ambitieux, un peu plus long aussi, 2h15 comparativement à 1h45, là, qui était ça aussi trop, pas trop court, mais assez court pour le genre. Puis voilà, c'est ce qui résume brièvement X2, X-Men United. Au retour de la pause, on s'intéresse justement parce que là, c'est un des rares cas, jusqu'à présent du moins, d'un film qui est basé sur un comics, ou en tout cas une run de comics. En fait, justement, c'est basé sur un comics, mais c'est rare les films où c'est vraiment très adapté directement d'un comic ou de juste un. Ça l'arrive, là, mais au niveau des X-Men, à partir de ce moment-là, ça va arriver de moins en moins souvent. Ça va arriver quand même, mais moins souvent. Mais ici, on a une adaptation quand même, j'en reparlerai après, mais assez fidèle de l'histoire du film. Dis-moi pas qu'il y aura un popcorn de fidélité. Ah, on sait pas trop. On sait pas encore. On sait pas encore. Il y a des différences. On les explique après la pause. Vous êtes de retour au Popcorn de l'Infini et on rappelle que l'épisode d'aujourd'hui porte sur X2, X-Men United. David, comme on mentionnait juste avant de partir en pause, c'est le premier film jusqu'à présent de super-héros qu'on voit qui est clairement adapté d'une série, en fait, ou en tout cas d'un arc narratif défini. Défini. Puis justement, cet arc narratif-là, c'est un arc narratif qui n'est pas dans la série X-Men régulière, qui est à part. C'est un numéro spécial de 65 pages. Donc, généralement, un comic juste comme ça, c'est 21 peut-être. Fait que 65, c'est comme un triple... Trois numéros en un. Puis, c'est X-Men God Love, Man Kills, qui est sorti en 1982. Donc, on a vraiment l'arc narratif de William Stryker qui profite de sa place dans l'armée pour faire une croisade envers les X-Men, qui va kidnapper Charles Xavier, tout ça. Là, comme je l'ai mentionné avant aussi, il y a des différences à son niveau. Il n'y a pas son fils avec lui, il n'utilise pas son fils avec lui, du moins pas dans ce que j'ai lu. Je sais pas si dans les comics, c'est toujours difficile. Des fois, ils reviennent après, là, mais en tout cas, dans cet arc narratif-là qui a été adapté, il n'est pas là, son fils, mais William Stryker, il va avoir une haine parce que il va carrément avoir un fils qui est mutant. Il va tuer son fils, il va tuer aussi sa femme, qui n'était pas mutante, mais il va dire que c'est elle qui l'a rendu mutant. Bref, il y a une histoire vraiment détestable. C'est vraiment quelqu'un de détestable. Dans cet arc narratif-là, Magneto va s'allier avec les X-Men, ce qui est comme pas usuel, mettons. Mais fait que Magneto va prendre plus une place d'anti-héros. Va moins va moins trahir les X-Men dans les comics que dans le film, parce que dans le film, il va finir par trahir les X-Men en allant proposer à manipuler Charles Xavier pour qu'au lieu de tuer tous les mutants, il va tuer tous les humains. Donc ça, c'était pas... À défaut de les transformer en mutants, il va les tuer. Ouais, c'est ça. Mais généralement, on reste assez fidèle au comic d'origine. Donc, c'est sûr qu'il y a des ajouts, des retraits. Rogue n'était pas dans le comic God Love, Man Kills. Par contre, le film essaie de faire une suite au 1. Ça fait du sens dans l'univers qu'ils ont créé à la Fox. Donc, c'est ça. J'ai lu God Love, Man Kills. Très bon comic des années 82. Des fois, ça fait du bien de retourner dans les anciens comics parce que, je sais pas comment dire, les dessins, ils étaient
plus simple. Ouais. Moins, tu sais, en tout cas... Ben ça, puis là, tu sais, à cause qu'on fait ce show-là, ça m'influence, puis là, je me suis mis à acheter des comics aussi. Moi qui n'ai pas que je suis pas un grand fan, mais c'est ça, je suis un peu souvent découragé par, par l'ampleur du projet. Mais c'est ça, moi, dans les comics plus récents, souvent, je prends pas la peine de m'attarder au dessin. Oui. Juste parce que c'est tellement comme all over the place que je sais plus où regarder. Puis, tu sais, des fois, il y a des pages, 2-3 pages de suite où il n'y a pas de dialogue. Puis, tu sais, tu me disais, si tu veux lire du texte, va des vieux comics. Ouais. Mais moi, je pense que j'aime plus les comics avec du texte que ceux pas de texte. Mais tu sais, il y a même... Il y a un entre-deux aussi au niveau des années 80. Je trouve que c'est un bel entre-deux parce que c'est pas juste du texte comme ceux-là des années 60. Là. C'est pas mal, je dirais, quasiment l'âge d'or là, des comics. Oui, parce que années 80, tant Marvel que DC. Là, années 90, c'est un peu moins l'âge d'or, mais années 80, c'était assez l'âge d'or des comics d'une génération qui au complet. Là. Puis, on se permettait d'aller plus loin dans les thématiques, dans le dark. Oui, il y avait vraiment une variété de l'offre. C'était pas juste les mêmes qui revenaient. Il y avait une grande variété. Marvel est en expansion aussi. Ouais. Fait qu'ils ont sorti beaucoup de contenu, puis beaucoup de choses. Puis dans les années 90, ils ont fait un peu la même erreur qu'ils ont fait avec le MCU. On va reparler, là, mais ils en ont sorti trop. Ouais. Les gens étaient plus capables de les lire. Mais ça, on va y revenir une autre fois, surtout quand on va rentrer dans Spider-Man. Ouais. Bref, donc God Love, Man Kills, qui est vraiment le pilier important du film. Par contre, le film rajoute un certain aspect à ça, c'est l'origine de Wolverine qui n'est pas dans God Love, Man Kills. Par contre, l'origine de Wolverine, pour m'informer un peu de ça, j'ai été lire Weapon X, qui est très difficile à obtenir en termes de comics parce que c'est des comics de 8-9 pages chacun. Puis, il n'a pas été bien conservé. Donc, il est dans des reprints, mais je pourrais même pas te dire à quelle année il est sorti parce qu'il est Weapon X, c'est-tu X-Men ou c'est Wolverine? Weapon X, c'est Weapon X, c'est une série de... En fait, tu fais bien de poser la question. C'est une série de comics qui est liée à l'univers des X-Men. Dans ceux que j'ai lus, parce que Weapon X est revenu plus tard sous une autre forme, là, mais dans ceux que j'ai lus, c'est carrément l'origine de Wolverine. Donc, tout ce qu'on voit un peu dans le film, où est-ce qu'il se fait mettre dans un genre de bain bouillant, où est-ce qu'il se fait injecter de l'adamantium. Je sais pas trop comment ça marche. Dans les comics, encore moins. Dans le film, ça me fait rire. Il y a une scène où on voit de l'adamantium liquide, puis là, il est comme... c'est liquide, mais une fois que c'est solide, on peut plus rien faire avec parce que ça devient indestructible. Là, je suis comme... Comment vous l'avez eu liquide? Oui, non, c'est ça. Mais puis dans les comics, c'est... En tout cas, bon, moi, c'était vraiment... j'ai reconnu la machine qui a transformé Wolverine. Ouais. Mais grosse différence, c'est pas William Stryker qui va être à la tête de ça. Il va faire des expériences sur l'adamantium un peu plus tard dans les comics quand il va revenir. Mais c'est pas du tout la personne qui est responsable. Donc, il n'y a pas cet aspect-là que je trouvais intéressant dans le film. Déçu qu'il n'y avait pas dans les comics. Ben, je sais pas. C'était quand même concis, l'histoire, puis on peut comprendre assez vite que William Stryker c'est pas une bonne personne. Il y a le team-up avec Magneto. Puis aussi, j'ai lu justement Magneto, parlons-en, parce que j'ai trouvé intéressant son apparition dans le deuxième film des X-Men parce qu'il y a pas... Là, c'était le vilain dans le premier film, puis là, c'est comme plus trop le vilain. Mais non, c'est ça. C'est dur de savoir ses intentions. Mais en fait, on peut comprendre à Magneto, justement... J'ai lu Classic X-Men numéro 12 qui est sorti en 1987. C'est un comic qui est basé sur... c'est un comic des X-Men qui démontre un peu... On m'a dit de lire ça, puis justement, je regrette pas de l'avoir lu parce que ça montre un peu ce que Magneto pense. Puis dans le fond, ce qu'on apprend, c'est que Magneto... Déjà là, il est un but lui-même, fait que ce qu'il dit, je suis pas sûr que je peux tout le croire. Mais bref, il dit, moi, je pourrais écraser les X-Men n'importe quand dans leur dos, les prendre par surprise, mais je le fais pas parce que je veux les voir quand je vais les éliminer. Je veux... Fait que là, t'es comme, OK. Puis, il parle tout de son plan sous forme, on dirait que c'est une grande partie d'échec avec Charles Xavier. Ce qu'on voit dans le film, je trouve que ce qui est super bien adapté dans le film, c'est qu'on voit que sont comme
en termes d'alliés, pas alliés, ils ont vraiment une façon différente de voir les choses, mais il y a une amitié qui était là. Puis en regardant les comics, j'ai pu voir comme il voit vraiment pas les choses de la même façon que Charles. Puis avec ses revers avec les X-Men, ça devient éventuellement personnel. Ouais. Il veut s'en prendre à eux autres, puis il veut gagner sa partie d'échecs. Ouais. Mais là, la menace, c'est Stryker, parce que si tous les mutants meurent, ben ça l'inclut lui aussi. Fait il va... dans son ordre de priorité, il va avoir protégé les mutants, parce que les mutants, selon lui, c'est l'espèce supérieure. Ouais. Puis après ça, c'est les X-Men qui veulent se débarrasser, tu sais. Mais il y a beaucoup d'ambition de prendre contrôle du monde, le contrôler par lui-même, beaucoup d'ambition comme ça. Bon, c'est un peu... ça fait très super vilain, mais ça m'a permis de lire justement Classic X-Men numéro 12. Ça m'a permis de comprendre d'où est-ce que ça venait, ça, puis pourquoi il agissait comme ça, parce que dans le film, il est dur à saisir de quel bord qui est. On sait que c'est un vilain, mais ils travaillent beaucoup ensemble. Puis à un moment donné, ils sauvent les X-Men d'un crash. Ça se clarifie dans le 3 où là, il y a vraiment une polarisation. Là. On va en parler dans le 3 rendu là. Mais tu sais, ce qu'on... Faut se rappeler que c'est un vilain parce que dans le 2, on le voit pas tout le temps. Mais à un moment donné, on le voit. Mais faut toujours se rappeler et être sur nos gardes parce que... C'est quasiment un peu la relation entre Thor et Loki là, dans les plus récents. C'est comme Loki est méchant. Mais dans les films. Dans les films, c'est Loki est méchant, mais des fois, il est gentil. Fait que là, ça fait que tu sais plus trop s'il est méchant ou gentil, puis lequel qu'on va avoir. C'est encore plus iconique Thor et Loki, parce que Loki va vraiment changer de camp souvent. Nouvelle addition à ce comic-là, pas ce comic-là, au film, Nightcrawler. En fait, lui, il est présent dans God Love, Man Kills. Puis justement, ce que j'expliquais, c'est que j'aurais pas vu l'histoire faite autrement parce que c'est une partie importante de l'histoire. En fait, dans le comic de God Love, Man Kills, Charles Xavier se fait capturer. Puis Cyclops aussi, qui se fait capturer un autre X-Men. Je ne me rappelle plus lequel. Ça fait un petit bout, je l'ai lu, ça fait 2 semaines. Mais ça, il va en fait, au départ, Stryker va obliger Charles Xavier à tuer les X-Men, puis va utiliser un peu aller d'un côté différent là, que d'utiliser son fils pour le manipuler. Il va vraiment aller du côté c'est Dieu qui te le demande. Il manipule un peu comme ça. Ouais, parce qu'il est très croyant. Il est très croyant, William. Stryker. Stryker dans les comics, Stryker va être croyant puis il va utiliser un peu. C'est ça. Il y a une grosse différence avec les films, c'est que dans le film, c'est pas bien démontré, mais dans les comics, il est très croyant puis il va justifier ses actions par sa foi. Il va dire que les humains sont parfaits parce que Dieu les a créés comme ça, mais que les mutants ne sont pas. Donc, il va vraiment être... C'est pas Dieu qui a créé les mutants. Il peut pas avoir fait ça. Non. Mais c'est ça. Il va vraiment utiliser sa foi pour défendre ses idées, puis il va contrôler un peu Charles Xavier de cette façon-là, par sa foi, par dire... mais vraiment, on a un personnage beaucoup plus croyant dans les comics. Une assez grande différence avec les films. Bon, au niveau de Rogue et Iceman... Je te demandais hors d'onde, justement, est-ce que leur relation est la même que dans le film? Parce que là, ils ont une petite amourette d'adolescent. Oui, mais non, c'est pas canon dans les comics. Par contre, il y a eu des comics en particulier dans les années 90, Post-Age of Apocalypse, qui s'en vont sur un genre de road trip séparés des X-Men, mais c'est une amitié en fait. Puis fun fact, ils s'en vont voir ses parents à Bobby. Donc ce qu'on voit un peu dans le film, mais non, ça reste une amitié le fun dans les comics. Il y a eu un petit interlude, mais sans plus. Fait que dans les films, c'est mais dans les films, je pense que c'est ça. Ça permet un peu de... c'est ça, de poursuivre l'arc narratif de Rogue qu'on a perdu de vue, mais que là, on se questionne à savoir comment elle va faire pour être en couple si elle peut pas toucher personne, essentiellement. Un peu, ça met beaucoup de questions sans amener les réponses nécessairement. Non, c'est ça. Ça n'avance pas beaucoup dans ce film-là, honnêtement. Non. Mais c'est ça, mais
Je trouve que j'ai hâte de voir si tu vas considérer qu'ils sont fidèles finalement ou pas. Là, mais si tu as fini ton tour d'horizon j'ai fini mon tour d'horizon des comics. On peut parler justement un peu plus du film. C'est ça, là, avec ce nouveau regard maintenant que tu as vu le premier, ce que tu n'avais pas vu quand tu étais jeune. Là, comment tu l'as trouvé celui-là? Est-ce que... là, maintenant que j'ai un âge où je peux comprendre l'histoire, là, j'ai pas juste 8 ans. Non, j'ai bien aimé écouter X-Men 2. C'était pas un film que j'ai fait wow comme d'autres films. Je suis pas tu sais, mais j'aime beaucoup les différents personnages, les combats un peu idéologiques entre Magneto et Charles Xavier, puis il n'y en avait pas beaucoup. On a vraiment un vilain qui est détestable, Stryker. Mais ça reste un bon film. Il y a beaucoup d'enjeux. Là, à un moment donné, tout se passe en même temps. Magneto manipule Charles pour qu'il tue tous les humains, là, ce qu'il n'y avait pas dans les comics. Là. Puis t'as Stryker qui essaie de s'enfuir. Stryker qui essaie de s'enfuir avec Wolverine. T'as les autres qui essaient de sauver les enfants. Ouais, c'est ça. Tout se passe en même temps. Puis... Mais je trouvais ça quand même pas si... Tu sais, ça devait être un chaos à monter là, dans la salle de montage. Là, puis en plus, le barrage hydroélectrique est en train d'exploser. Tout se passe en même temps. Il n'y a pas de stop. À un moment donné, ça déboule. Puis j'ai pas senti... Tu sais, là, j'avais mon prof de cinéma dans le tête qui me disait t'as pas suivi la forme de la baleine. Puis je vais t'expliquer c'est quoi la forme de la baleine vite fait là. C'est qu'il y a un principe en termes de scénario qui dit que ton récit en termes de puissance, en termes d'intensité doit avoir la forme d'une baleine. Donc quand tu commences avec l'introduction, tu commences déjà quelque part sans nécessairement expliquer le début. Tu pars pas de zéro, mais éventuellement tu atteins comme un sommet ou un peu au début du film. Puis là tu redescends, puis là tu rentres dans le passé, puis les motivations, puis tout ça. Puis à un moment donné, juste avant la fin, tu remontes comme la queue de la baleine. Puis la révélation, tout ça. Fait que cette forme-là, narrative de la baleine, je l'ai trouvé qu'elle était inversée. on commence assez tranquille. Après ça, il y a des temps morts, surtout quand on s'en va chez les parents de Bobby. Le temps mort. Après ça, hop, ça monte. Puis là, à un moment donné, ça n'arrête plus. Puis là, on n'a plus le temps de respirer. Puis là, tu sais, c'est mon seul commentaire, c'est que j'avais mon prof dans ma tête qui me disait là, ça n'a pas respecté le style narratif de la baleine qui est comme utilisé pour beaucoup de films. Là. Mais à part ça, j'ai eu on va en parler durant les popcorn, mais j'ai eu du fun à regarder ce film-là. C'est une belle continuation du premier. Il n'y a pas continuité. Il n'y a pas de... mais sans plus. Tu sais, il n'y a pas... Okay. J'ai pas... Ouais. C'est pas quelque chose qui a changé ma vie, mettons. Là. Même que j'ai eu plus de fun à regarder Daredevil. Ah ouais? J'irais dire ça parce que Daredevil, au moins... J'ai eu plus de fun à lire, moi, Daredevil. Mais c'est ça, mais c'est pas si bon comme film, mais c'est divertissant. Alors que quand on arrive avec X-Men 2, c'est un film qui est plus sérieux, qui est aussi l'univers des X-Men avec la Fox, c'est pas du tout le même univers que Marvel a tenté d'établir avec son MCU, simplement parce que Marvel a été dans l'univers un peu plus humoristique, moins sérieux, à quelques exceptions, là, à part quand ils ont effacé la moitié de l'univers, mais à part ça, c'est toujours resté un peu plus humoristique, un peu. Fait que là, on dirait que la Fox, elle a pris l'approche vraiment sérieuse, il manquait l'aspect drôle. Wolverine, il franchit un peu ça parce que c'est un personnage qui est quand même assez intéressant puis drôle. Mais il me manquait cet aspect-là. Puis je m'ennuyais un petit peu des one-liners cheesy du premier, là. Surtout Storm. Là, mais je comprends, mais c'est ça. Moi, c'est le contraire, en fait. Moi, j'aime les films sérieux. Mais ça en prend. Ça en prend, mais je m'attendais pas à ça des X-Men. Je m'attendais à ça de Blade, de Punisher, de... Batman. C'est ça, Batman, c'est tel que tel. Non, mais je m'attendais à ça, un film sérieux. Puis on dirait que, là, Marvel ont tendance à faire l'inverse. Présentement, avec Disney, ils ont tendance à mettre tous les films pas sérieux, genre
tort. Là. Ouais. Mais tu sais, je comprends ton point, puis tu sais, c'est une réflexion assez intéressante parce que moi, j'aime quand c'est sérieux, puis c'est peut-être pour ça que j'aime plus X-Men que bien d'autres franchises qui sont correctes, mais sans plus. Mais tu sais, d'un autre côté, tu peux pas prendre des super-héros puis faire... Ben, pas faire comme si c'était sérieux, là, mais tu sais, à la base, c'est un peu ridicule qu'il y ait des super-héros. C'est des bonhommes avec des costumes flashy qui se promènent. C'est ça, c'est normal de verser un peu vers le comique ou l'autodérision parce que voir que ça existerait ou voir que s'il y avait des mutants, il y aurait tout un soute. Mais ça dépend du personnage parce que souvent, comme les super-héros, souvent ils ont ce caractère qui est divertissant. Puis les anti-héros, comme Magneto, vont avoir un caractère plus sérieux. Fait qu'il va avoir vraiment un contraste. Mais dans les films, on dirait qu'on n'accepte pas ça. Ouais. C'est moins accepté. Fait que là, on fait des vilains qui sont pas sérieux. On fait des... Tu sais, on dirait qu'on n'est pas capable d'avoir une dichotomie du genre dans les du genre cinématographique dans les films. Ouais. Non, je comprends, puis mais tu sais, c'est ça, moi, je pense que cet aspect sérieux-là me plaît, puis tu sais, même Spider-Man est comme sur la ligne, là, en fait, entre il y a des bouts de Goofy, mais ça, c'est bien fait. C'est ça, je pense que c'est le meilleur mix, en fait. Oui. C'est juste la bonne dose de un puis de l'autre. Sam Raimi le fait très bien. Ouais, c'est ça. Marvel a viré trop vers le Goofy, puis mettons, d'autres films virent trop vers le sérieux. Ben, Thor, ça n'a rien à voir avec Tu sais, faire un film sur Ant-Man sérieux, personne ne va prendre ça au sérieux. Là. Non, mais c'est ça, Ant-Man, c'est pas supposé être sérieux. Non, c'est ça. Mais tu sais, moi, je l'ai aimé, puis un aspect que j'aime vraiment beaucoup, puis que je trouve qui se perd un peu dans le MCU officiel, là, c'est l'espèce de construction narrative sur 3 films, là, sur une trilogie, tant Spider-Man que X-Men. J'ai l'impression... Tu sais, un peu comme une série, j'ai l'impression de voir les personnages évoluer au fil des films. Ce que j'ai plus l'impression dans les films du MCU, tu sais, mettons les 3 Thor, les 4 Thor, peu importe. Là, j'ai l'impression que à la limite, le vilain a été choisi en fonction de comment est-ce qu'on peut développer les arcs narratifs des autres personnages. Tu sais, Jean vit des répercussions de la Statue de la Liberté, puis tout ça, les rayons qui sont... Puis ça va culminer dans le 3e film. Cyclops aussi vit un peu les contre-coups de tout ça. Il est moins présent dans ce film-là. Il va revenir... il va disparaître et revenir dans le 3e. Mais Wolverine aussi, tu sais, justement, il y a une raison pourquoi ils ont fait en sorte que Stryker, ils ont voulu intégrer cet élément-là qui c'est super intelligent. Ça permet que son personnage ne fait pas juste rester stagnant pendant un film. Non, c'est ça. Puis tu sais, je trouve que dans les nouveaux du MCU, c'est juste leur trilogie à l'interne, là, parce que dans les faits, tous les films se suivent un petit peu. Là. Mais là, dans les trilogies à l'interne, j'ai l'impression juste de voir les mêmes personnages que le premier film dans une autre aventure. Oui. Alors que là, j'ai vraiment le feeling que la fin du 2 va être importante pour le 3. Alors que dans le MCU, la fin de Thor 2 va peut-être être importante pour Agent of S.H.I.E.L.D. saison 3, épisode 4, puis après ça, c'est quelques éléments qu'on va avoir plus tard. Tu sais, à part les Avengers, où là, il y a... de l'univers trop large. Là. Ouais, c'est ça. À un moment donné, tu sais, si j'ai besoin pour aller... Je suis allé voir au cinéma Captain America Brave New World. Ouais. Je suis un fan du MCU, mais la série Falcon and the Winter Soldier, là, sur Disney+. J'ai pas été capable de l'écouter. J'ai essayé, j'ai pas été capable. Là, je suis allé voir le film, je comprenais pas tout. Ouais. Parce que là, il manquait des éléments de ci, de ça. Si tu allais voir Deadpool et Wolverine puis que t'avais pas vu la série Loki, tu savais pas c'était qui les vilains. Moi, je savais pas c'était qui le vilain. Je l'ai pas vu, la série Loki. Mais c'est justement, c'est la TVA qui est très présente dans Loki. Mais tu vois, c'est toutes ces choses-là qui sont pas nécessairement expliquées. Puis il manque... C'est ce que je trouve désolant un peu, parce que tant qu'à faire une trilogie, mettons, les Gardiens de la Galaxie ont réussi à faire quand même une belle évolution de personnage. Mais à part ça, même Spider-Man, je trouve pas que c'est une si belle évolution. Même le No Way Home, oui, il y a des affaires importantes pour le petit univers à Spider-Man,
mais ultimement, c'est pour bâtir le multiverse, puis tout ça. Là, tu Mais sens on dirait que les films travaillent tous pour le narratif unique, au lieu de que le narratif unique aide chacun des univers pourrait vivre, chacun des films pourrait vivre, puis des franchises pourraient vivre ce qui se passe dans l'univers principal d'une façon différente, mais là, on essaye de... Chaque film pousse l'histoire principale. Fait qu'on se ramasse avec juste un telenovela de super-héros. Bref, l'état du MCU présentement, ça va pas super bien. Non. Financièrement non plus. Ils font beaucoup de flops. Mais tu sais, c'est ça, c'est ce que j'aime de X-Men 2 parce que là, je vois une continuité, tu sais, même plus grande que dans Blade 2 qui était la première suite qu'on a vue. Là, on va voir Spider-Man 2 dans le prochain épisode aussi. Mais c'est ça, tu sais, il y a des éléments de continuité, puis c'est ce que j'aime beaucoup, puis on dirait que ça me permet d'outrepasser certains défauts du film, là, que je pardonne moins, mettons, au MCU. Puis je trouve que c'est un des rares films aussi où le acting est quand même bon. Tu sais, souvent, c'est ça. C'est soit un peu goofy ou peut-être les personnages n'ont pas l'air de jouer dans le même film, là, des fois. Puis là, tu sais, je trouve que Jean, même si elle est moins présente, elle est vraiment bonne pour porter un peu l'espèce de descente qu'elle est en train de vivre. Bon, Wolverine, c'est Wolverine, là. Il est toujours comme ça, mais même Stryker, je le trouvais crédible, même si c'est comme le vilain par excellence. Là. Il n'y a aucune qualité. Là. Nightcrawler aussi, j'ai bien aimé. C'est un peu nerveux, il parle en allemand aussi. C'est pas comme ça que je le lisais, parce que quand tu le lis, il n'y a pas d'accent. Non, c'est ça. C'est pas comme ça que je le lisais, mais je le trouvais quand même assez bien. Mais c'est ça, tu sais, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé, puis je pense que je l'ai mieux aimé que le premier, même. Tu sais, pas pour les mêmes raisons, là. Tu sais, là, je trouve qu'ils ont réussi à faire beaucoup sans trop nous déstabiliser, mettons, alors que dans le premier, ben c'était juste une histoire très, très tight, puis OK, on s'en va du point A au point B, puis ça finit là. Ouais, mais pas trop le choix non plus. Hein? Il fallait qu'ils introduisent le phénomène, tout ça, fait que là, c'est quasiment 4 histoires, là, essentiellement, là, dans ce film-là. Puis on s'y perd pas trop, à part peut-être dans cette finale-là où tous les éléments convergent vers l'explosion du barrage, puis tout ça. Mais c'est ça, moi, je l'ai particulièrement aimé. Fait que c'est dans mes préférés qu'on a vus jusqu'à présent. Je pense quand même que Spider-Man est un petit peu supérieur, juste parce que c'est plus simple de faire un bon film avec juste un bon personnage. Ouais, c'est comme si t'aimes Cyclops, ben t'aimeras pas ce film-là parce qu'il est pas tant dedans. Alors que ça dépend quel personnage te plaît le plus. Même dans le prochain X-Men aussi, il va y avoir Kitty, là, qui est celle qui passe à travers les murs. Ouais. Il y a encore une autre expansion qu'on va vivre dans le prochain film. Fait que dépendamment du super-héros que t'aimes le plus, ben ça va influencer un peu ton appréciation. Mais parlant juste comme ça, si on avait Magneto dans la MCU, on s'entend-tu que... les Avengers seraient dans la marde. Ouais, ben oui. Excusez mon langage. Mais c'est dommage qu'ils y soient pas pour l'instant. Là, les X-Men s'en viennent tranquillement. Là, mais ouais, c'est ça. Magneto, c'est un des meilleurs vilains, je trouve. Il est comparable à, mettons, Dr. Octopus ou dans les meilleurs vilains ever, là, selon moi. Oui, mais juste le fait que aussi dans le MCU, ils ont toutes des armures en métal. Ouais, ben c'est ça. Vibranium, puis tout ça. Fait que ce serait vraiment intéressant de le voir. J'étais déçu que je ne sois pas dans Deadpool et Wolverine. J'aurais aimé voir Magneto. Ouais. Moi, ça aurait été... J'espère qu'on va le revoir parce que l'acteur s'en vient vieux un peu. Ça va peut-être être un recast. Ça va être Michael Fassbender qui est dans les nouveaux X-Men. En tout cas, je ne sais pas trop. Là, mais j'ai hâte de... En tout cas, c'est le genre de choses que j'aimerais voir parce qu'ils ont vraiment une grande faiblesse, les super-héros du MCU, c'est qu'ils utilisent beaucoup de métaux. Ouais. Je veux juste y aller vite avec les trivia avant qu'on aille à l'octroi des popcorn. On a basé, en fait, la construction narrative du film sur Star Wars, épisode 5, là, mais qui est le deuxième, là, en fait, où toute la gang du premier est comme divisée, ce qui permet d'approfondir telle ou telle histoire chacun de leur bord. Fait que je trouve que c'est habile, surtout quand tu as un cast aussi grand, ou en tout cas autant de personnages que ça. On a failli... en fait, ça devait être Dark Phoenix, la saga Dark Phoenix, le deuxième film, mais Zach Penn, qui est un des auteurs, a dit non parce qu'il n'y a pas assez de build-up
encore pour culminer vers ça. Bon, ça va être le 3e film finalement. Ça et autre chose. Là. Il y a Dark, c'est ça, dans le 3 aussi, ils ont voulu faire bien des affaires. Là. À cause justement parce qu'il y avait un peu carte blanche parce que le premier film avait été un succès. Le 2e film est également un succès. Le box-office, 400 millions à peu près sur un budget de 110 à 125. Là. Dans le premier, on avait autour de 75-80 millions de budget. Fait qu'on a eu un boost de budget aussi. Mais c'est ça, donc c'est finalement on a décidé de reléguer ça et d'autres choses, notamment Gambit, notamment les Sentinelles. Il y avait Beast aussi, puis Angel qu'on va finir par introduire plus tard dans cet univers-là. Fait qu'il aurait pu avoir beaucoup plus de choses, puis finalement on a réussi à garder ça un peu plus groundé. Le tournage a été fait au Canada aussi, puis ça a été le plus gros, à l'époque, ça a été le plus gros tournage hors Hollywood de l'histoire. On parle de, je l'ai tué en quelque part, là, mais 64 sets différents dans 38 lieux de tournage différents. Ce qui est quand même intense. Ils sont vraiment allés tourner dehors, justement. Il n'y avait pas de neige, ils ont mis de la fausse neige. Bref, ça a coûté cher. Puis ça... Mais le barrage hydroélectrique, je savais. Ouais. Ben, si on n'est pas le faire exploser, on va pas en faire exploser un vrai. Non. Mais c'est ça, ça a été un long tournage. Puis, il y a... ça, j'ai trouvé ça drôle. Après le tournage du film, on a proposé à Hugh Jackman de jouer Punisher. Ce qu'il a refusé parce qu'il était en tournage dans un autre film, là, mais Punisher va sortir en 2004, là, juste l'année d'après, mais ça aurait été weird. Je comprends que l'idée du MCU n'existait pas encore, là, mais ouais, non, ça aurait été weird. c'est ça, d'avoir 2 super-héros. Ben quoi que Ryan Reynolds est rendu à 3. Là, fait que ouais, mais c'est pas pareil. Non. C'est vraiment pas pareil. Puis, c'est à peu près ça pour les petits trivia, pour vrai. Là. Il y en a d'autres, là, notamment, justement, il y a eu plusieurs scènes qui ont été coupées, notamment beaucoup qui concernent le Cyclops, malheureusement. Mais pour en donner d'autres à Halle Berry, justement, comme j'expliquais, qui était un petit peu plus populaire à l'époque. Mais c'est ça. Il n'y avait pas une tonne de trivia non plus sur ce film-là, mais ultimement, je trouve que c'est vraiment... pour moi, il est un peu supérieur au premier, ou en tout cas au moins équivalent dans mon appréciation puis dans la qualité, je trouve, du film. Même si, c'est ça, il est clairement plus ambitieux. Mais c'est rare que je dis ça. Souvent, le premier. Ouais, c'est ça. Souvent, le premier, c'est, pour moi, là, dans une trilogie, c'est souvent le meilleur. Même pour Spider-Man. Mais non, c'est ça. c'est ça qui est drôle, parce que pour X-Men, finalement, je pense que je préfère un peu le 2. Puis pour Spider-Man, je préfère le 2 Spider-Man, également. Pour moi... Évidemment, spoiler pour le prochain épisode, je préfère le 2. Là, il y a vraiment... Ouais. C'est le meilleur de la trilogie. Là, mais bon, si on parle de Amazing Spider-Man, là, c'est pas pareil. Ouais, non, c'est pas pareil. Il y a une raison pourquoi ils ont arrêté à 2. Ouais, c'est ça. Donc, ben voilà, ça finit notre petit tour d'horizon. Au retour de la pause, on s'intéresse au popcorn qu'on va octroyer au film. Donc, restez des nôtres. Vous êtes de retour au Popcorn de l'infini. Et puis maintenant, c'est le temps d'octroyer nos fameux popcorn à X-Men 2. Donc, David, rappelle-nous, c'est quoi ces 6 popcorn-là, encore une fois? Justement, j'ai hâte de les attribuer, ces popcorn-là. On commence avec le espace, le popcorn de l'espace, qui est l'importance avec le MCU. Ensuite, il y a le popcorn de la réalité, le réalisme du récit, le popcorn du pouvoir, qui est la qualité des scènes d'action et les effets spéciaux. Puis ensuite, il y a le popcorn de l'âme, qui est le respect de l'âme du matériel source ou le comic accuracy. Ensuite, il y a le popcorn de l'esprit, le fun factor, est-ce que c'est un bon film, un bon scénario? Ensuite, il y a le popcorn du temps, est-ce que c'est un film intemporel, est-ce qu'on va en garder un bon souvenir? Donc, on va revenir au début avec le popcorn de l'espace. Est-ce que ce film-là a une importance avec le MCU? Je crois pas à l'heure actuelle. Non, je pense pas. Tous les films pré-MCU, il y a les Spider-Man là, qui vont avoir une certaine importance sur ça. Ouais, mais on verra rendu là. On l'a donné à Spider-Man 1 parce que... Norman revient. Il y a peut-être Amazing Spider-Man 2 qui va se le mériter aussi à cause d'Electro qui revient, mais peut-être. On va voir. On va voir, mais celui-là n'a pas vraiment d'importance. On ne donnerait pas le... Jusqu'à ce que Magneto revienne dans le portrait. Même là, je prendrais un film où est-ce que c'est lui le vilain. Ouais. Au niveau du popcorn de la réalité, est-ce que le récit est réaliste dans le terme où est-ce que les mutants existent? Là? Ouais. C'est ça. Il y a encore une fois, comme dans le premier film, il y a certains trous scénaristiques. Là, justement, cette petite...
ce petit liquide là, qui permet de contrôler les mutants. On ne sait pas trop d'où ça vient. C'est juste l'adamantium liquide, là. Je sais pas d'où ça vient. Ouais, c'est ça, l'adamantium. Malgré tout, ça reste relativement réaliste, ou en tout cas, ça a des ça a une visée réaliste, là, un peu comme on n'est pas dans le goofy non plus, on essaie de justifier au possible tout ça. Moi, il y a juste c'est ça, mettons, il y a une scène où, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a une scène au début où tout le monde dans un musée freeze, puis là, c'est juste les mutants qui se jasent entre eux autres parce que Xavier a immobilisé tout le monde. Ouais. Ça aussi, c'est un peu tiré par les cheveux parce que s'il y a quelqu'un qui rentre dans le musée à ce moment-là, est-ce que lui aussi... ça a été quoi son rayon d'immobilisation? En fait, moi, ma théorie face à... Quand tout le monde freeze, là, je sais pas si ça va se modifier au cours du temps, mais ma simple théorie face à ça, c'est que les gens freeze pas réellement, c'est qu'il va dans la tête de quelqu'un, comme ça. Ouais. Ça fait la séparation quand il est dans la tête de quelqu'un puis qu'il parle avec la personne versus quand il parle en vrai. Ouais. Mais selon moi, parce que je pense pas qu'il y a le pouvoir d'arrêter le temps. Là. Non, ça arrête pas le temps parce que dans cette scène-là, il y a la télé qui continue à jouer aussi. Puis non, je sais que ça arrête pas le temps, mais c'est comme quelqu'un qui rentre à ce moment-là dans le musée. Ouais, non. Puis là, il voit qu'est-ce qui est en train de passer. Mais je suis pas mal sûr que Charles est capable de le controler. Là. Tout comme un espace, quelqu'un rentrerait. Oh! Ouais, mais là, c'est ça. Mais tu sais, globalement, à part ces petites incohérences ici et là... ça reste réaliste. Ouais, c'est ça, ça reste réaliste, la visée est réaliste, puis c'est ça. Non, j'y donnerais, mais je tiens quand même à souligner certains... ça, ou tu sais, comme j'ai dit tantôt, qui ne sachent pas où l'école où son fils est allé, apparemment. Là. À moins que c'était pas cette école-là dans le temps. Striker, il y a des petits problèmes de mémoire. Ouais, c'est ça. J'ai plus l'adresse. Ouais, j'ai perdu l'adresse, c'est ça. Bon, Popcorn du pouvoir. On y donne pour la réalité. Popcorn du pouvoir, la qualité des scènes d'action puis les effets spéciaux. Ça se voit qu'ils ont mis plus d'argent dans ça. Ouais. Puis, tu sais, moi, il y a quand même certaines scènes d'action assez intéressantes. Tu sais, oui, la scène... l'espèce de coming out mutant de Bobby avec ses parents, ça sert à rien. Mais après ça, il y a une scène d'action assez intéressante avec plein de policiers puis des explosions pyro que là, on commence à sentir qui est vilain. L'explosion du barrage. Il y a la scène finale, justement, où là, l'eau monte puis le vaisseau est en danger. Tu sais, honnêtement, c'était quand même bien, même si ça prend du temps avant qu'il y ait de l'action. Tu sais, la première vraie scène d'action, outre peut-être la tentative d'assassinat là, qui ouvre le film, là, essentiellement, ça reste comme l'espèce de raid au manoir de Charles Xavier. Là. Tu sais, ça arrive quand même à comme 40 minutes dans le film. Là, fait que ça prend du temps, mais une fois qu'on y part, puis c'est ça, une partie de rythme, là, tu dis qu'après... tout se chamboule puis ça va vite. Les effets spéciaux aussi pour Cerebro qui ont été faits pour représenter comme je pense que généralement ça se mérite le popcorn pour... puis la scène où ils se battent, où Wolverine se bat avec, je me souviens plus comment s'appelle le personnage féminin, là, Deathstrike, en fait. Écoute, oui, je me rappelle du personnage. Ouais, ben c'est ça. Complètement, c'est le bras droit de Striker, là, mais qui est comme une version fille de Wolverine, mais que là, c'est ses ongles qui sont en adamantium. Si la scène d'action est cool, surtout comment elle meurt aussi, je trouvais ça quand même cool. Là, elle finit, ben là, spoiler alert, mais pour un film d'il y a 20 ans, là, il l'injecte d'adamantium, puis là, ça y sort des yeux, puis de tout ça. Là, c'est quand même assez trash, mais cette scène-là, pas que je l'ai souvent en tête, là, mais je m'en souviens. Ouais, je m'en souviens aussi. Fait que, tu sais, c'est ça. J'ai bien aimé les scènes d'action dans le film. Non, c'était. Ben, on lui donnerait le popcorn du pouvoir. Ensuite, le popcorn de l'âme, respect du matériel source. Moi, j'y donnerais. Tu y donnes? J'y donnerais parce que c'est adapté directement de l'histoire d'un comic. Puis, tu sais, même s'il y a des petits changements, ça reste assez fidèle au comic. C'est-tu le premier qui l'a, le Comic Accuracy? Je me souviens plus. Faudrait, au complet? Non. Parce qu'il l'avait pas donné à Spider-Man à cause qu'il était pas assez intelligent. Je trouvais pas assez intelligent. Mais non, c'est pas le premier. Il y en avait un autre qui l'avait. Howard the Duck. Honnêtement, je pense que c'était Howard the Duck. Oui. Je suis pas mal sûr. Mais... Je sais pas s'il y en avait un autre. Sinon, c'est des demi. Fait que oui, non. Il y a le Comic Accuracy. C'est adapté directement d'un comic. Ça fait du sens.
non. Ça se peut. Il n'y a pas eu le facteur... les mêmes facteurs religieux de motivation derrière, là, mais à part ça se passe. Popcorn de l'esprit. Est-ce que c'était un bon film? Est-ce que tu as eu du fun? Est-ce que c'était un bon scénario? Moi, j'ai eu du fun, mais encore une fois, c'est dur de me détacher de l'enfant en moi qui l'a vu je sais pas combien de fois quand il était jeune. Là. Mais moi, j'ai encore du fun, un peu moins. Tu sais, je dois l'admettre, un petit peu moins que j'aurais cru. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un film complet. Honnêtement, tu sais, qui coche toutes les bonnes cases puis qu'il n'y a pas trop de défauts. Fait que moi, j'y donnerais, mais je sais pas, mais toi... Moi, au niveau, j'ai de la misère avec certains facteurs du film. J'ai de la misère avec justement la structure narrative du film qui est un petit peu n'importe quoi. Je me sens sévère. Tu sais, c'est pas non plus... C'est pas non plus quelque chose de terrible. Ça a bien fonctionné, mais je dirais pas que c'est ce qui compte pour un bon scénario. Mais même... Mais tu sais, c'est basé... Il y a des personnages qui sont vraiment intéressants. Puis je pense que le film mise beaucoup là-dessus, puis c'est bien. Mais au niveau de la structure des événements qui se passent, j'ai vraiment de la misère à me déconnecter du fait que c'est un peu pêle-mêle. Ouais. C'est vrai. Mais en même temps... Ben, tu peux garder ton opinion. C'est correct. On peut en mettre un demi aussi. Mais... Non, mais en même temps, j'en donnerais un au complet parce que c'était quand même le fun à regarder. Ouais. Puis une grosse partie de ce popcorn-là, c'est le fun. Ouais, c'est donc, ça. Mais au niveau d'un bon scénario, c'est un scénario correct, acceptable, qui a marché, qui est un succès. Donc oui, va avoir le popcorn de l'esprit. Finalement. T'es convaincu toi-même. Non, mais je pense qu'il le mérite, mais... Sous réserve. On va mettre un astérisque à côté. Oui, exact. Mais il l'a plus qu'il l'a pas. Ouais. Un 3/4 de popcorn. Ouais, c'est ça, mais là, on veut pas s'embarquer dans du visuel. Non. Au niveau du temps, est-ce que c'est un film intemporel? Est-ce qu'on va en garder un souvenir? Ben... Intemporel, je sais pas, il a somme toute bien vieilli. Puis il est l'image que je me fais d'un bon film de super-héros. Est-ce qu'il est mémorable? Pas nécessairement. Dans toutes les X-Men, est-ce que ça va être le film que tu vas te rappeler le plus? Ben, tu sais, je pense qu'il dans toutes les X-Men, il va peut-être être mon deuxième favori. OK, quand même. Mais est-ce que, tu sais, mettons, Days of Future Past m'est plus resté en tête mais moi aussi. que celui-là. Mais c'est ça. J'irais peut-être pour un demi, parce que c'est ça, il est comme vraiment le fun, mais pas si mémorable, effectivement. J'y en donnerais un demi aussi, parce que ça reste que quand je pense... Moi, personnellement, quand je pense à un film de super-héros, c'est pas le premier qui me vient en tête. Puis non, c'est même dans les derniers qui me vient en tête. Ah ouais? Mais quand même pas. Mais pas pour moi. Perso, parce que... pas dans les derniers. Il y a Howard the Duck arrive en dernier, clairement. Mais... Tu sais, quand je pense à super-héros, c'est pas quelque chose qui m'est resté dans la tête. Même si je l'ai regardé quand j'avais 8 ans, normalement. Ouais. Par comparaison, j'ai regardé Spider-Man à 8 ans, puis je m'en rappelle très bien. Ouais. Mais c'est ça. Je pense qu'un demi-popcorn, c'est raisonnable. Donc, voilà, ça a fait quand même une belle récolte, somme toute. Le prochain épisode, c'est Spider-Man 2. Donc, on continue avec nos suites, puis une grosse année 2003. Non, ça, c'est peut-être 2004, en fait. 2004, bref, c'est ça. Donc, merci d'avoir été à l'écoute de ce 7e épisode du Popcorn de l'Infini sur X-Men 2. On se retrouve dans 2 semaines, en fait, pour un autre épisode. Merci et bon visionnement. Si vous les suivez avec nous, bon visionnement.